Bon, écoute, je pense que c'est bon, vous le voyez de votre côté, le message? C'est tout bon. Tu peux Ok, y aller. parfait. Bon, bah super. Bon, bah écoutez, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi de partager ce retour d'expérience avec vous. Moi, je prends le relais pour un deuxième sujet. Il s'agit d'un retour d'expérience d'une migration Dropbox vers SharePoint Online. Et comme on va le voir ensemble, ben, voilà, attention à certains pièges parce qu'en en fait, on n'était pas du tout préparé à ce que nous a réservé Dropbox. Et il faut vraiment savoir ces choses-là avant de s'embarquer dans un projet de migration Dropbox. Euh, Tout d'abord, bah, merci beaucoup à la communauté AMS, hein, et puis merci à Patrick pour cette opportunité de faire un retour d'expérience. Et donc, c'est toujours un plaisir en fait de partager avec des personnes qui elles-mêmes partagent les mêmes passions et les mêmes sujets. Avant d'aller dans le vif du sujet, je fais un petit avant-propos. Donc, en fait, l'audience cible pour cette présentation, c'est pas du tout une audience expérimentée, hein. C'est plutôt des gens en fait qui ne sont pas expérimentés, qui n'ont pas eu encore une expérience de migration de Dropbox, voire une expérience de migration tout court aussi, puisque on va parler de Dropbox dans un premier temps, mais ensuite on parlera un peu plus du sujet de migration un peu plus dans sa globalité. Ce n'est pas une formation how-to, comme l'a fait auparavant pour mon collègue pour la présentation de Syntex. Là, c'est vraiment plutôt un retour d'expérience avec les bonnes choses à faire. Si on devait refaire les choses, comment est-ce qu'on les ferait voilà, dans un second temps, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut savoir avant de s'embarquer dans ce genre de migration. Et puis, pour ce qui est des questions vraiment très, très, très techniques, en tout cas, moi, je prendrai vraiment les questions techniques et je les transmettrai à mon architecte. Je prendrai aussi vos coordonnées et puis on se fera un plaisir de vous répondre, sachant que moi, je suis plutôt la partie chef de projet et analyste métier. Donc justement, bah, je me présente, donc je m'appelle Christophe Chopin, je suis travailleur indépendant, je suis chef de projet et analyste métier depuis un peu plus de 15 ans. En fait, j'ai pratiquement toujours travaillé dans les technologies Microsoft. Ce qui me différencie un petit peu des autres personnes, c'est que en fait, moi, je ne viens pas du côté informatique. J'ai fait le chemin inverse. Je suis un pur produit en fait du métier. J'ai commencé ma carrière en tant qu'auditeur. Je certifiais des entreprises pour les certificats ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001. Et donc, en fait, je maîtrisais parfaitement le côté métier et les bonnes pratiques pour bien travailler dans une entreprise qui est certifiée ISO. Et puis, au fur et à mesure des missions, bah, il y avait des manques en termes de déploiement d'outils informatiques pour pouvoir acquérir les certifications. Et puis, j'ai complété en fait ces choses, mes missions de consultant en déployant des outils, notamment des outils Microsoft, et surtout du SharePoint pour le partage d'informations. Et c'est comme ça, au fur et à mesure du temps, que je suis devenu un spécialiste SharePoint, et à l'intérieur de SharePoint, encore plus un spécialiste dans tout ce qui est travail des documents, puis le sujet de la digital workplace dans son intégralité. Voilà. Si vous voulez me rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Donc, je vous laisse mon adresse email, et vous pouvez me rejoindre aussi sur LinkedIn, ça me fera très plaisir. L'agenda que je vous propose pour cette session, on va parler d'un use case. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment tiré d'une histoire réelle, un peu comme dans les films. Donc, c'est un de nos clients, en fait, qui nous a demandé de lui faire de la migration Dropbox. Donc, c'est InEmotion. J'aurai le plaisir de vous les présenter rapidement. Ensuite, on va aller dans le vif du sujet avec Dropbox. Donc, attention aux pièges, parce qu'il y a vraiment un gros piège avant de se lancer là-dedans. On parlera aussi un petit peu du côté stratégie, la stratégie pour la migration. Ça s'applique pour Dropbox, mais ça s'applique aussi pour n'importe quelle migration, sachant que l'enjeu, en fait, c'est de maîtriser les fenêtres de temps qui sont à votre disposition pour pouvoir migrer le contenu, migrer les documents euh, entre le moment où les utilisateurs sont à l'arrêt. Donc, vous avez une certaine fenêtre de temps, et ça, c'est vraiment l'enjeu principal qu'il faut bien maîtriser. On parlera aussi de la pré-migration, dans le sens où il faut très très bien s'organiser avant la migration
Et là, je vais vous donner quelques astuces. La post-migration aussi. Post-migration, en fait, c'est l'heure des comptes. Donc, c'est là où on vient reprendre tous les rapports, on vient faire l'analyse de tout ce qu'on a fait. Et là, il va falloir prouver aux clients comme quoi la migration s'est déroulée vraiment dans les bonnes conditions et que le résultat qui a été atteint était vraiment le résultat escompté. Et puis, on va parler aussi du devis. Quand on se lance en tant que prestataire de service dans une expérience de migration, il y a des hypothèses en fait qu'il faut vraiment mettre en place dans son devis pour faire en sorte que ça soit très clair à la fois pour le client et puis que ça permette de bien cadrer en fait la prestation parce que une migration ensuite ça peut dériver très 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 rapidement, notamment pour tout ce qui est le côté assistance et support aux utilisateurs. C'est pour ça que c'est important de bien mettre en place des hypothèses qui sont clés dans le devis. Donc le use case, donc c'est basé sur une entreprise qui s'appelle InEmotion. InEmotion, c'est une entreprise qui a 4-5 ans. Ce sont les créateurs des gilets airbag pour protéger les motards. Donc en fait, ils ont inventé le gilet airbag. Et ils ont aussi inventé le système de détection d'une chute qui se joue en quelques millièmes de seconde. Donc quelques millièmes de seconde avant que vous chutiez en moto. En fait, eux, ils vont détecter et il va y avoir le déploiement de l'airbag. Ils équipent aussi toutes les équipes nationales au niveau du ski dans plusieurs pays. Ils équipent aussi les équipes nationales au niveau de l'équitation. Tous durant les grands prix de moto, la plupart des clients la plupart des motards que vous voyez sont équipés aussi des gilets airbags qui sont déployés par InEmotion. C'est une entreprise qui est basée dans la région d'Annecy. Le use case avec cette entreprise, donc c'est une entreprise qui aujourd'hui est une cinquantaine d'employés, mais qui en un an a déjà un plan de recrutement de plus de 150 employés supplémentaires, donc ils vont passer à 200 employés dans l'année qui va s'en suivre. Il y a aussi une reconsidération des manières de travailler. Jusqu'à présent, en fait, ils utilisaient Dropbox pour tout ce qui est stockage et travail des dossiers de leurs fichiers. Et ils utilisent aussi Slack voilà, pour, on va dire, tout ce qui est le côté un petit peu Teams. Et donc, la mission, c'était de procéder à une première migration de Dropbox vers SharePoint avec une volumétrie de 39 000 de dossiers et un peu plus de 950 000 fichiers à migrer depuis Dropbox vers SharePoint Online. Et en fait, quand je dis SharePoint Online, c'est vraiment l'outil ensuite qui est vraiment utilisé, c'est Teams. Et comme chacun sait, pour tout ce qui est la gestion des fichiers, en fait, c'est SharePoint qui est derrière. Donc, on a pu migrer tout ça en 2 semaines. Et en fait, on aurait pu migrer même plus rapidement si on n'avait pas rencontré justement les obstacles que je vais vous présenter et les pièges. Et puis, à venir aussi, dans un très court laps de temps, il y aura une migration de Slack vers Teams. Donc, ça pourrait être aussi un sujet intéressant à vous présenter parce que Slack couvre beaucoup de choses. Et là, il y a beaucoup en fait, de ventilation ensuite, Teams, Yammer, SharePoint, et ainsi de suite. Donc, pour ce qui concerne la partie Dropbox, alors, avant d'aller dans le sujet vraiment précisément, je trouvais que c'était intéressant en fait quand on est rentré dans le projet avec le client, j'ai été assez surpris. Je connaissais Dropbox en fait, voilà de nom. En revanche, j'étais loin de m'imaginer que Dropbox, ça coûte quand même 12 € par mois par utilisateur. Donc là, tout de suite, en fait, le réflexe que j'ai eu, c'est de me dire que voilà, je pense que ça donne envie de migrer vers Microsoft 365 quand on sait qu'avec une licence business basique qui coûte à peu près 3 fois moins cher, ben, en fait, on couvre tous les besoins des comptes personnels qu'offre Dropbox et puis aussi du compte d'entreprise, des fichiers partagés qu'offre Dropbox, le tout pour à peu près le tiers du prix. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que du côté Microsoft, on l'a vu dernièrement, il y a eu des efforts qui ont été faits de booster encore plus Mover pour s'occuper de faire des migrations Dropbox. Et à mon avis, il doit y avoir une bonne demande sur le marché. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Dropbox, quand vous faites une migration Dropbox,
il y a vraiment deux cas de figure à prévoir. C'est très important. Il y a le cas de figure numéro 1 qui est de migrer les comptes personnels. Donc, les comptes personnels, en fait, bah là, il n'y a pas de piège. Ça se passe très, très bien. C'est parfaitement intégré dans Mover. Donc, c'est vraiment très, très facile à opérer. Très rapidement, en fait, vous déployez pardon, votre connecteur dans votre source qui est Dropbox. Vous déployez votre connecteur dans votre cible, qui est votre tenant Microsoft 365. Et tout ça, c'est parfaitement intégré. Ça se passe vraiment très, très bien. Il n'y a aucun piège à relever de ce côté-là. Donc, c'est très facile. Ça se fait très, très bien. Et voilà, pour tout ce qui est compte personnel, voilà, ça se passe très, très bien. Du temps, en fait, le client, lui, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait que les comptes personnels, il s'attend à ce qu'il y ait aussi à migrer le compte entreprise. Donc, tout ce qui est les fichiers partagés, ce qui joue le rôle, en fait, de serveur de fichiers du côté de Dropbox, et ce qui jouerait le rôle de SharePoint, en fait, si on fait l'équivalent du côté de Microsoft. Et là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, c'est là que les problèmes surgissent. Le premier problème, en fait, c'est que quand vous faites une migration, c'est très important de pouvoir mesurer la volumétrie, puisque vous allez ensuite devoir gérer des fenêtres de temps dans lesquelles vous poussez les actifs, et donc il faut savoir quelle est la volumétrie que vous allez pousser. Et là, il y a un gros problème, c'est parce que du côté de Dropbox, en fait, il n'y a aucune donnée de volumétrie. Donc là, on a fouillé de fond en comble. On n'a jamais trouvé en fait un moyen de pouvoir obtenir de la volumétrie, de savoir le nombre de fichiers, savoir le nombre de dossiers par niveau dans l'arborescence, voilà, dans Dropbox. Donc ça c'est très compliqué en fait dès le départ de pouvoir gérer la migration. L'alternative en fait numéro 1 que je suggère, c'est que au préalable, il faudrait utiliser le Dropbox client lourd, comme on l'a avec OneDrive. Donc d'installer le Dropbox client lourd et de synchroniser l'intégralité du compte Dropbox pour ensuite l'avoir en local sur le poste de travail. Et dessus, ensuite, vous pouvez utiliser un outil comme TreeSize qui va vous permettre ensuite de faire de la mesure de volumétrie et d'avoir vraiment toutes les données dont vous avez besoin pour pouvoir préparer la migration. Si vous ne faites pas ça, ne comptez pas sur votre Dropbox, vous n'avez absolument rien du tout. L'alternative numéro 2, et ça on va en parler un petit peu plus tard, nous on a utilisé un outil, on a été forcé d'utiliser un autre outil que Mover, et c'est l'outil qui s'appelle ThinkBad Pro, qui est vraiment un très très bon outil, et qui, lui, dans ses capacités, en fait, vous permet ensuite d'avoir toutes les mesures de volumétrie du côté Dropbox. Donc là, ensuite, ça vous permet vraiment d'organiser votre migration. Le deuxième grand problème qu'on a rencontré, c'est vraiment un problème principal, c'est que à partir de Mover, et ce, à partir de n'importe quel autre outil cloud, en fait, on n'a jamais été capable d'accéder aux fichiers entreprises, aux fichiers partagés du côté Dropbox. Donc ça c'était un peu la douche froide, puisque en fait, les comptes personnels, voilà, ça se passait très très bien. Et puis après, quand on est arrivé dans le vif du sujet, là, on s'est aperçu que, tout compte fait, on n'allait pas pouvoir continuer à utiliser Mover. On a cherché d'autres outils cloud, on les a testés, et là, c'est exactement le même constat. Donc, à partir du moment où vous devez migrer des fichiers entreprises, des fichiers partagés, ne comptez plus sur les outils cloud de migration. Ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas accéder aux fichiers partagés. Dropbox ne vous laisse pas accéder aux fichiers partagés. Ça, c'est peut-être, je m'avance un petit peu, mais je pense que voilà, il doit y avoir une migration assez massive du côté de Dropbox vers Microsoft 365 notamment, du côté de SharePoint, Teams et ainsi de suite. Et peut-être qu'éventuellement, Dropbox prend certaines mesures pour un petit peu rendre les choses un peu moins faciles, un peu moins aisées pour migrer. Donc, alors l'alternative numéro 1 que vous pouvez faire, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez vous accéder très bien en fait au compte personnel Dropbox. Donc en fait, l'alternative numéro 1, c'est de déplacer les fichiers partagés, de déplacer le compte entreprise et de le déplacer dans un compte personnel. Donc à partir de ce moment-là, vous allez le voir apparaître du côté de Mover et vous n'aurez plus de problème pour faire la migration. Maintenant, attention, si vous devez faire une migration incrémentale,
ou si du moins pour vous, c'est important que la date de modification du last modified soit vraiment à jour, dans ces cas-là, en fait, à partir du moment où vous allez faire un déplacement des fichiers partagés dans un compte personnel, la métadonnée, la propriété de la date modifiée, en fait, elle va prendre automatiquement la date du déplacement. Donc, vous perdez toutes les dates de dernière modification de vos documents. Donc, si c'est important pour vous de les garder, cette alternative ne marchera pas. Et si vous devez faire de la migration incrémentale, qui, elle, se base sur des dernières dates de modification entre vos fichiers sources et vos fichiers cibles, et ben en fait, vous ne pourrez plus parce qu'en fait, tout va être faussé avec cette date qui est remise à jour à la date du jour de déplacement. Donc là, ça ne marche pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a utilisé vraiment tous les outils cloud qu'on pouvait. Et d'ailleurs, on a remarqué, quand on s'adresse aux fournisseurs, aux prestataires de services de migration qui sont bien connus sur le marché, qui sont très renommés, comme par exemple ShareGate, et ben, en fait, on s'aperçoit que ShareGate ne touche pas à Dropbox. Donc là, voilà, ça c'est un signe. Vous avez aussi d'autres fournisseurs qui sont un peu moins connus, mais quand même qui sont sur la place, comme Cloudyway. Cloudyway ne touche pas Dropbox. Donc je pense que tout ça, c'est relié au fait que vous ne pouvez pas accéder aux fichiers partagés, aux fichiers d'entreprise. Donc en fait, l'alternative numéro 2, à partir du moment où vous devez garder toutes vos dates de modification sur vos documents, c'est de basculer sur un outil de backup restore qui, lui, va soit être piloté depuis un poste de travail ou soit depuis un serveur. Mais il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes obligé, en fin de compte, vous abandonnez la solution Mover et vous devez faire cette bascule. Donc nous, c'est ce qu'on a été obligé de faire. C'est là qu'on a pris un peu la douche froide, puisqu'on pensait qu'on allait vraiment tout pouvoir faire avec Mover. Donc la solution pour nous, ça a été d'abandonner Mover pour la migration principale des fichiers partagés au profit de ThinkBack Pro. Alors en fait, ThinkBack Pro, pourquoi pas, c'est un très bon outil. Donc moi, je vous le recommande. On a vraiment été très satisfait avec ThinkBack Pro. Maintenant, il en existe plein d'autres. L'important, en fait, c'est que de trouver un outil qui va permettre de pouvoir accéder aux fichiers entreprise Dropbox. Donc ça, c'était vraiment le premier pour, qui fait qu'on a basculé sur ThinkBack Pro. Il y a un deuxième pour, ensuite, qui est en fait, vous avez une comparaison entre la source et la cible qui est beaucoup plus fine et que vous pouvez personnaliser avec des filtres extrêmement puissants. Qui fait qu'en fait, vous maîtrisez parfaitement votre migration incrémentale. Là où Mover, en fait, lui, il vous donne pas la main. Vous lui faites analyser la source et la cible. C'est une boîte noire qui se passe derrière. Vous pouvez rien configurer. Lui, il vous dit voilà ce qu'il a trouvé et puis vous devrez faire avec. Et on s'est aperçu, en fin de compte, qu'on gagnait énormément de temps en utilisant ThinkBack Pro, même pour le reste d'autres sources de fichiers qu'on devait déplacer, qu'on aurait pu faire avec Mover, parce que Mover est beaucoup moins raffiné en fait dans sa détection qu'un outil de backup restore. Un outil comme ThinkBack Pro, ça a des filtres extrêmement puissants. Et comme je disais, en fait, ça va vous permettre en fait, d'optimiser vos durées de migration. Et quand vous avez pas loin d'1 million de fichiers et puis quelques téraoctets, en fait, chaque heure de migration que vous pouvez économiser, c'est toujours la bienvenue. Si vous ne voulez pas que votre migration elle s'éternise sur plusieurs semaines. Et d'ailleurs, lui, le client ne veut pas qu'elle s'éternise sur plusieurs semaines. Donc les filtres puissants, c'était vraiment une très bonne arme. On a économisé beaucoup d'heures de migration, et surtout quand on était dans des cas de migration incrémentale. Vous avez aussi des rapports qui sont beaucoup plus performants que Mover. Mover vous donne certains rapports, mais quand vient le temps ensuite, quand vous finissez votre migration et quand vient le temps de prouver comme quoi, par exemple, tout ce qui était dans la source a bien été basculé dans la cible, là, c'est plus compliqué avec les rapports que vous donne Mover. Il ne va pas assez dans le détail. Et on verra tout à l'heure, il y a des questions aussi que le client se pose à juste titre. Et là, en fait, avec les rapports Mover, on n'est pas capable de répondre aux questions du client. Et donc de lui prouver que le travail a été bien fait.
Alors, le temps de migration aussi. Le temps de migration, on a constaté des temps de migration. Mover, c'est très très bien, hein, c'est vraiment un très bel outil. On était très surpris. En revanche, le temps de migration, il est quand même assez long. Avec des outils de backup restore, on a constaté en fait, on a vraiment pris des volumes identiques. On a fait une comparaison entre Mover, une comparaison avec Syncback Pro, et on a vu qu'on allait 3 fois plus vite pour faire de la migration avec Syncback Pro que on le faisait avec Mover. Donc ça, c'est un intérêt quand même énorme. Et puis, toujours dans les pour, en fait, le coût de la licence. Donc, quand vous achetez un Stickback Pro, par exemple, en fait, c'est une licence perpétuelle et ça va vous coûter une cinquantaine d'euros. Donc, voilà, avec tous les pour que ça amène, voilà, 50 euros, c'est dérisoire. Maintenant, pour les contres, bah, en fait, un outil de backup restore qui marche sur un serveur, donc vous allez avoir besoin de monter un serveur chez vous ou un serveur virtuel. Donc ça, c'est une action supplémentaire, des efforts supplémentaires, voire des coûts supplémentaires. Et, euh, et le contre aussi qu'on a noté, c'est que quand vous voulez faire de l'analyse de votre volumétrie, par exemple, que vous avez dans la source dans Dropbox, en fait, vous ne pouvez pas faire juste un download des métadonnées des fichiers. Vous êtes vraiment obligé de faire un download des fichiers en eux-mêmes. Là, on perd un petit peu de temps quand même. Ça aurait été préférable de pouvoir faire un download uniquement des métadonnées pour pouvoir prendre une mesure de la volumétrie et ensuite de pouvoir prendre des décisions. Voilà. Alors, ça, c'était pour ce qui concerne le sujet Dropbox. Et donc, voilà, les dossiers personnels, les dossiers partagés avec les pièges auxquels il faut faire attention et les alternatives qui sont à votre disposition et qu'on vous partage en fait le retour d'expérience. En termes de stratégie, donc là, on sort un petit peu de Dropbox et on vient un peu plus dans le sujet de migration globale. Euh, Nous, on n'avait pas énormément d'expérience en fait de migration. Et là, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'il y a vraiment l'important en fait dans la migration, c'est vraiment de maîtriser en fait les fenêtres de temps. Alors ces fenêtres de temps, c'est quoi? C'est que l'enjeu principal dans une migration, en fait, c'est de migrer. Alors là, je l'ai mis un exemple, c'est de migrer entre 19h et 8h du matin. Donc entre 19h le soir et 8h du matin, là, vous avez une fenêtre de temps dans laquelle vous pouvez migrer. Alors vous allez me dire, il y a aussi les week-ends. Bon, si vous pouvez éviter de vous-même de travailler le week-end, bah, autant essayer d'optimiser puis d'utiliser les fenêtres de temps dans la semaine. C'est la même chose aussi du côté du client. Si vous utilisez que les week-ends, bah, la migration en fait elle va s'éterniser sur plusieurs semaines. Et là, le client, lui, il n'est pas chaud pour ça du tout. Il veut que la migration elle se passe dans un laps de temps le plus court possible. Et on le comprend et en fait tout le monde est gagnant là-dedans. Donc en fait, l'enjeu pour vous, ça va être vraiment d'utiliser cette fenêtre de temps. Et pour ça, en fait, il y a une stratégie qui est toute simple, et donc on la partage aussi avec vous aujourd'hui, c'est que quand vous regardez un lot de fichiers, la plupart du temps, quand vous arrivez chez le client, donc vous avez des fichiers à déplacer, à migrer. Ils sont répartis, ils sont segmentés par département, par service. Vous avez le département des finances qui a tous ces fichiers, vous avez le département de la comptabilité, les ressources humaines et ainsi de suite. Et donc, la plupart du temps, bah, on va faire des migrations d'une audience en particulier, et donc, par exemple, des ressources humaines. Et en fait, parmi tous ces dossiers-là, tous ces fichiers qui sont à migrer, bah, en fait, la quasi-majorité des fichiers qui vont devoir être migrés sont des fichiers qui ne sont plus utilisés dans le day-to-day. Donc, en fait, ces fichiers-là, ça ne sert à rien de se compliquer la vie, d'essayer de les migrer entre 19h et 8h du matin, parce que la fenêtre de temps, elle est quand même très courte, et quand vous avez plusieurs centaines de gigaoctets ou de téraoctets, et ben, ces fenêtres de temps, en fait, elles sont pas du tout suffisantes, quoi. Donc, la solution, en fait, c'est de migrer tout ce qui est les fichiers non utilisés, vous les migrez tranquillement quelques jours avant le jour J de basculement. Voilà. Et vous vous entendez, en fait, avec votre audience. Donc, votre audience, vous parlez avec elle et vous dites, parfait, on va procéder de cette manière-là, on va mettre d'un côté les fichiers non utilisés et les fichiers qui sont encore d'utilisation. Et pour vous, des fichiers encore d'utilisation, en fait, ça remonte à combien de temps en arrière? Ils vont vous dire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, en fait, eh ben, à partir de ce moment où vous avez cette donnée, si c'est 3 mois, eh ben, tous les fichiers qui sont plus vieux que 3 mois, eh ben, ils vont faire partie de cette vague de migration qui va se faire en parallèle
tranquillement quelques jours avant le jour J où on va basculer les gens dans le nouveau système. En l'occurrence, c'était le cas là pour, ils utilisaient Dropbox, et puis du jour au lendemain, en fait, ils ont utilisé Teams et SharePoint. Et parce qu'on avait migré tranquillement quelques jours avant, en fait, l'intégralité des fichiers pratiquement, et on a fait juste le delta qui restait, les fichiers en cours d'utilisation, et là, on a utilisé la fenêtre entre 19h et 8h, ce qui fait qu'en fait, en une soirée, on a pu, parfois, en fait, on a migré plusieurs départements du jour au lendemain de Dropbox. Ils ont basculé dans Teams et dans SharePoint Online. La prémigration, donc là, je parlais de la stratégie. La prémigration aussi, ça, c'est quelque chose qui s'organise. Et là, j'avais envie de partager avec vous le retour d'expérience. Une prémigration, ça nécessite absolument un pilote. Pourquoi? Parce que en fait, ce pilote, il va vous permettre, bon, voilà, de tester en fait votre procédé, mais il va aussi vous permettre en fait de maîtriser la vitesse de migration. On l'a vu tout à l'heure, l'enjeu en fait pour vous, c'est d'aller vous inscrire dans les fenêtres de disponibilité. Et donc, les fenêtres, c'est des périodes, et donc c'est une notion de temps qu'il faut maîtriser. Donc le pilote, en fait, il va vous permettre d'avoir cette vitesse de migration sur laquelle vous pouvez compter. Et donc, vous allez pouvoir organiser comment est-ce que vous allez profiter de ces fenêtres de disponibilité pour optimiser votre migration et réduire au maximum le délai de migration de toute une société. Un petit mot là-dessus d'ailleurs, on se base souvent sur le volume en fait, pour se dire, bon, bah, ça va prendre plus ou moins de temps. Nous, l'expérience, en fait, on dirait que c'est plutôt le nombre de fichiers, qui est plutôt l'élément qui permet de manière plus spécifique, plus précise, en fait, de dire combien de temps va prendre vraiment une migration, ou en tout cas un flux de migration. Le nombre de fichiers influence beaucoup plus le temps de migration que le volume en lui-même. Dans la pré-migration, ce qui est important aussi, toujours pour bien s'organiser, c'est la matrice. Donc, la matrice, je vais vous faire voir. La matrice est un fichier Excel où, en fait, là, vous venez mettre toutes les données qui concernent votre migration. Et là, vous voyez, on a des lignes où chaque ligne, en fait, est un flux de migration. Vous découpez votre migration en des flux de migration. Et chaque ligne est un flux de migration. Vous avez des noms techniques, des noms ensuite du côté du client que vous publiez. Ensuite, le statut de la migration, la source, la cible, les fenêtres de disponibilité que vous avez pour ce flux de migration. Est-ce que c'est une migration incrémentale ou pas? C'est quoi le temps estimé en heures? Donc là, vous vous basez sur le pilote, d'accord? Et là, vous maîtrisez vraiment tout votre flux de migration un par un. Vous avez, j'ai pas pris, je pourrais vous donner, hein, ça sera avec plaisir qu'on partagera le fichier. Mais en gros, la suite du fichier, c'est que vous avez une partie pré-migration où là, vous venez prendre des mesures de votre source et vous prenez aussi des mesures de votre cible. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce point-là pour les personnes qui sont des prestataires. Nous, on s'est fait piéger en fait par une chose, c'est qu'on s'est basé sur les mesures qui avaient été données par le client. Et en fait, on s'est aperçu que ces mesures, elles étaient vraiment fausses. Donc, l'autre conseil aussi, c'est que ces mesures, en fait, ben, maîtrisez-les et faites-les vous-même. Donc, ça vaut vraiment la peine. Pré-migration, faites vos mesures par vous-même. Donc, si on continue le fichier, vous avez tout ce qui est pré-migration. Ensuite, vous allez avoir toutes des données qui sont les rapports de migration. Et ensuite, vous avez le post-migration. Et le tout, ensuite, vous avez une analyse qui fait que vous savez à la fin, sur la droite de votre fichier, vous savez ou pas si vous avez livré la migration avec le nombre de dossiers qui étaient attendus, le nombre de fichiers qui étaient attendus, entre ceux dont l'incrémentation n'était pas nécessaire et ainsi de suite. Vous avez vraiment, vous maîtrisez toutes vos choses. Et donc après, vous avez vraiment le bon outil pour prouver au client que la migration s'est bien déroulée. Donc ça, c'était au niveau de la matrice. Donc très importante en fait la matrice pour prouver la réussite et les mesures. Il faut être vraiment extrêmement rigoureux sur les mesures. L'agenda. Donc le troisième outil que je vous conseille d'avoir, c'est vraiment l'agenda. Donc l'agenda, il va permettre en fait de commencer à préparer les gens au changement. Les gens vont commencer à se voir dans les flux de migration. Et là, je vous fais voir en fait ce que nous on a utilisé. On a utilisé tout simplement une liste SharePoint
Voilà. Donc on a inscrit dans chacune des lignes de cette liste, on a groupé les flux, on les a groupés par des slots de migration, donc des vagues de migration qu'on allait faire. Et donc dans chaque vague, vous aviez le titre du flux de migration, et ainsi de suite. Et surtout, vous aviez les personnes en fait qui étaient impliquées, qui allaient être impactées dans ce flux de migration, et les personnes, et vous avez aussi par exemple la personne référente interne. Donc ça c'est important quand vous faites la migration, que les gens en fait sachent à qui ils peuvent se référer en interne chez eux par rapport à la migration. Et surtout, en fait, les gens, ils étaient capables, on a fait une vue où les gens, ils pouvaient tout de suite voir dans quel flux de migration ils étaient. Et donc, ils pouvaient tout de suite maîtriser les dates ils savaient, ça allait commencer à telle date, à telle heure, finir à telle date et à telle heure. Et donc, ils pouvaient vraiment maîtriser voilà, l'impact dans leur calendrier de travail au niveau des flux de migration. Ensuite, le quatrième élément qui est vraiment important, ça on l'a mis en place en fait dans l'exemple de InEmotion, c'est un groupe de discussion Yammer. Auparavant, on fonctionnait avec des emails et en fait, il ne faut absolument plus continuer des emails. De toute façon, on le sait d'une manière générale que voilà, il faut pas être dans les emails. Mais là, c'est vraiment important, ça nous a changé la vie. La bonne pratique, en fait, c'est que vous faites votre migration, vous découpez votre migration en des flux de migration, et pour chaque flux, en fait, vous créez un groupe de discussion Yammer. Parce que chaque flux, en fait, va impacter une audience. Et cette audience, ensuite, vous pouvez lui parler très facilement et vous pouvez vous coordonner très facilement avec cette audience par le biais du groupe de discussion. Et vous répondez aussi aux questions. Et les gens, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, ils étaient tenus au courant et puis c'était libre les échanges. Et surtout à l'intérieur, il y avait les messages importants. Attention, on va commencer la migration. Et dans des projets précédents, je me souviens qu'en fait, on mettait beaucoup d'emphase sur préparer les gens avec beaucoup de communication, beaucoup à l'avance. Et là, en fait, de projet en projet, on s'aperçoit que cette communication longtemps en avance, elle n'est pas forcément nécessaire, elle n'est pas bénéfique. Et puis, on brûle du budget pour pas grand-chose parce qu'en fait, c'est vraiment le jour J que ça se passe. Et là, je l'ai mis, par exemple, le jour J, nous, on a publié 5 messages. Un message de bonjour tout le monde, bienvenue mardi matin, on est ravis de vous accueillir, tout ça. N'oubliez pas, ce soir, il va y avoir la migration, vous allez basculer dans Teams ou dans SharePoint Online. On rappelait le message en début d'après-midi. Ensuite, on rappelait le message 1 heure avant de procéder à la migration. Ensuite, on rappelait le message 5 minutes avant de procéder à la migration, en demandant de vérifier comme quoi, voilà, faut bien fermer les fichiers, et ainsi de suite, qui étaient en cours d'utilisation du côté Dropbox. Et ensuite, dernier message, 5e message, migration en cours, Dropbox est en lecture seule, et c'est parti. Et en fait, ça s'est très très bien passé, et pas de défaut de communication. Les gens n'avaient pas besoin de plus de communication que ça. Ensuite, vient le temps de la post. Alors, la migration en elle-même, elle se fait très très bien. Je pourrais répondre à des questions si vous avez des questions sur la migration, mais une fois qu'on a bien paramétré toutes les choses, on fait exécuter, voilà, et on surveille la migration. Ensuite vient le temps de la post-migration, et donc c'est là où j'ai dit c'est l'heure des comptes, quoi. Donc en fait, on va devoir répondre à 3 questions essentielles. Est-ce que les fichiers de la source sont bien tous dans la cible? Donc ça, c'est une question très légitime de la part du client. Pour ça, en fait, vous allez pouvoir compter sur les rapports de migration. Les rapports de migration dans Mover, ils sont pas très très détaillés. Donc c'est pour ça qu'aussi, si vous utilisez un outil comme du Backup Restore ou comme ThinkBack Pro, là vous avez vraiment des rapports de migration. Et quand vient le temps de prouver comme quoi, en effet, on peut répondre à la question au client, vous êtes bien content en fait d'avoir ces rapports de migration très détaillés. Et votre matrice Excel, c'est elle en fait qui vient coupler, qui vient rassembler en fait toutes ces informations clés et qui vient démontrer comme quoi, voilà, tous ces fichiers-là, les dossiers dans la source et dans la cible, l'incrémentation, on a laissé tel fichier-là du côté de la source parce que, voilà, par rapport au rapport, on voit qu'il n'y avait pas besoin de les déplacer et ainsi de suite. Et là, ça se fait très très bien en fait pour prouver la chose. L'autre question ensuite essentielle, c'est est-ce que l'incrémentation a bien conservé les fichiers qui étaient plus récents du côté de la cible. Donc là, vous pouvez compter sur le rapport de migration. Encore une fois, avec le ThinkBack Pro,
C'est très très bien, c'est très bien fait. Mover le fait pas mal aussi. Maintenant, ça reste assez générique. On ne peut pas vraiment descendre dans le détail vraiment pour aller prendre chacun des dossiers un par un, pardon, des fichiers un par un, pour prendre des exemples. Et puis il y a une troisième question à laquelle, qui est tout à fait légitime aussi, puis on n'était pas préparé. C'est est-ce que la migration a généré des fichiers corrompus ou pas? Et en fait, on n'était pas préparé à ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai, en fait, une des sources en fait, de génération des fichiers corrompus, c'est notamment en fait, les migrations. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a appris. Et je pense qu'en fait, ça devrait faire partie de n'importe quel projet de migration. C'est qu'il faut absolument être capable de prouver à la fin si on a généré ou pas des fichiers corrompus. Donc là, on a cherché, pardon, on n'a pas trouvé d'outils, mais c'est quelque chose qu'on va devoir faire à l'avenir. Alors, pour ce qui est ensuite du retour d'expérience que je voulais partager avec vous au niveau du devis, il y a une notion qui est vraiment extrêmement importante. Donc, parmi les hypothèses clés dans le devis, c'est il faut absolument fermer ces portes-là. Ou en tout cas, il faut les maîtriser. Est-ce que les utilisateurs sont autonomes pour accéder aux fichiers cibles? Et est-ce que les utilisateurs sont autonomes pour opérer les fichiers cibles? Ça, c'est vraiment capital. Il faut absolument maîtriser cette notion-là. Parce que sinon, ensuite, c'est du débordement. Et là, en fait, on avait un projet de migration bien cadré. À partir du moment où la migration est terminée, OK, la fin, on la maîtrise parfaitement. Et si vous ne maîtrisez pas ça, si ce cadre-là, il n'est pas posé, et ben là, ensuite, c'est de la dérive sur des jours et des jours. Il n'y a plus de limite sur, en fait, de la formation et de l'assistance aux utilisateurs. Donc, c'est absolument important de bien prendre en compte ça. L'autre élément qui est bien important, c'est l'assistance. L'assistance post-migration. Nous, de notre côté, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a limité au mode de travail web. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est... bon, clairement, en fait, OneDrive, on sait que c'est un bel outil pour pouvoir travailler offline, mais on sait aussi que OneDrive, ça apporte beaucoup, beaucoup de problèmes en termes de synchronisation. Et là, si vous ne cadrez pas les choses, en fait, c'est pareil. Après la migration, vous allez passer votre temps en fait à faire de la réparation de OneDrive. Donc là, c'est bien important de spécifier la limite. L'expérience d'utilisation aussi smartphone et tablette qui est exclue. Ça, c'est important aussi à préciser pour bien cadrer le devis. Et il y a une notion aussi de niveau de droit. Il y avait des droits d'accès qui étaient dans la source et il y a des droits d'accès qui vont devoir être reconduits dans la cible. Là, c'est très, très, très important, en fait, de bien préciser jusqu'où est-ce qu'on descend dans les niveaux de droit qui étaient présents dans la source et jusqu'à quel point, en fait, il va falloir répliquer, en fait, tous ces niveaux de droit dans la cible. Sinon, là aussi, c'est pareil. C'est extrêmement problématique et donc, il faut absolument bien cadrer ça depuis le départ. Voilà. J'en ai fini pour moi pour ce qui est du retour d'expérience, donc pour voilà, la migration de Dropbox qu'on a conduit avec un de nos clients. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai trouvé ça très, très pertinent. J'avais quelques questions par rapport, par exemple, au groupe Yammer. Vous étiez combien de personnes à peu près enfin, vous deviez communiquer à combien de personnes, grosso modo, en fait? Ça jouait par flux, on était entre 15 et 30 personnes. Ok. Teams aussi aurait pu être utilisé alors, en fait. Teams aussi aurait pu être utilisé, mais sauf que comme le client, en fait, il migrait voilà, dans Microsoft 365, il n'était pas à l'aise. Voilà, il n'utilisait pas encore Teams et il n'était pas à l'aise. Donc voilà, on utilisait Yammer, c'était beaucoup plus simple. Ok. Et une autre question qui m'est venue, ouais, tu disais que l'estimation du temps, il s'appuie surtout sur le nombre de fichiers. Vous aviez plutôt des petits fichiers, des moyens fichiers, des gros fichiers. C'est difficile à évaluer, mais... Ouais, alors en fait, on a vu vraiment qu'il y a il y a des départements qu'on va dire qui sont techniques, donc qui agissent vraiment
dans la ligne de production de l'entreprise. Et eux, la majorité du temps, ils ont une multitude de petits fichiers voilà, qu'ils génèrent, alors que les départements en support, comme le marketing, la communication, les ressources humaines, c'est un nombre de fichiers qui est beaucoup plus restreint, mais avec des volumétries plus grandes. Et, mais ça, c'est beaucoup moins problématique que d'avoir un grand nombre en fait, de petits fichiers. Ok. Murtaza, tu levais la main si tu veux poser Oui, une question. oui, Vas-y. oui, j'ai une ou deux questions, Christophe. Normalement, 950 000 fichiers, c'est quand même beaucoup. Ça vous a pris combien de temps pour migrer tous ces fichiers-là? Alors, on a migré ça en 2 semaines. En 2 semaines, oh, c'est quand même pas mal. Ouais. Et une chose qui m'a touché, tu m'as dit que le nom de fichier faisait aussi de la différence. C'est-à-dire, si le nom de fichier était un peu différent, par exemple avec des accents ou bien ce genre de choses, donc ça faisait des problèmes pour la migration. Oui, alors oui, en effet, c'est vrai. En fait, ça pose pas forcément. Alors, oui, quand les noms des fichiers en fait sont illimités, puis qu'il y a il y a des caractères qui sont vraiment bizarres dedans, en effet, ça ralentit la migration. On a vu que Mover, en fait, il était très sensible à ça, et que je pense que c'est un des facteurs qui fait que Mover, voilà, il était très lent, très très lent, Okay. euh, et qu'à un moment donné, juste au moins par la lenteur, en fait, on s'est aperçu qu'on devrait sans doute basculer sur autre chose. Voilà. Et puis après, sinon, bah, ce qui va être problématique, c'est quand les gens vont récupérer leurs fichiers. Parce que Mover, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rebaptiser le fichier. Et là, il va aller inscrire des choses. Et c'est un peu problématique pour les gens pour reconnaître le nom du fichier. Ouvert, je présume que ça doit être un outil anglais, c'est un software anglais, je pense. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Ah, désolé. Mover, le logiciel Mover, c'est un software anglais, je pense. Alors, en fait, ouais, Mover, en fait, je crois, c'est une société canadienne à l'origine, Ok, et ils ont été rachetés par Microsoft. Maintenant, on retrouve Mover en fait dans le centre d'administration de Microsoft 365, et donc on peut l'utiliser pour procéder à la migration depuis son tenant 365. juste une petite expérience de ma part, parce que comme je travaille avec les Allemands, tu vois, ils utilisent pas mal des accents aussi. Ça s'appelle Ulmau. Et là aussi, ça pose des problèmes quand on copie ou bien on déplace des fichiers en interne. Ok. Ok, très bien. Bah, s'il y a d'autres questions, oui, dans le chat, il y avait est-ce que ThinkBack Pro a besoin de quels accès sur SharePoint en fait? Est-ce qu'il faut qu'il utilise le compte par défaut ou Oui, oui, un compte admin, et puis admin? Ouais. oh, oui, oui, comme d'habitude, je dirais. Ouais. Merci beaucoup, c'était encore une fois super intéressant. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions avant que je coupe. Excusez-moi, j'ai une petite question. Ouais. Bertrand, donc ouais, c'est pour les droits. ThinkBack Pro, il fait un backup des fichiers de Dropbox, ensuite il les restaure dans SharePoint. Comment les droits sont gérés, les droits de partage? Parce que un des intérêts de ces outils comme Dropbox, c'est de partager les fichiers avec des collègues ou avec des gens à l'extérieur. Comment ça, c'est récupéré? Ouais. Alors ça fait partie des questions techniques que je vais prendre, et puis voilà. Mais alors comment est-ce que c'est fait? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas l'architecte, lui, il le sait très bien. Mais est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait. C'est pour ça que il faut bien définir en fait en partant quel est le niveau de réplication des droits qu'on veut aussi obtenir dans la cible. Nous, le client en tout cas, lui, ce qu'il a considéré, c'était que c'était l'occasion pour lui en fait de faire un peu le ménage, parce que il avait laissé son Dropbox ouvert vraiment sans gouvernance, et il y en avait absolument de partout. Vraiment, c'était ouvert et puis partagé de partout. Et lui, il a considéré en fait qu'il allait reconduire uniquement les droits au niveau le plus élevé, c'est-à-dire on allait répliquer que les groupes de sécurité qui étaient déjà présents dans Dropbox, et on allait répliquer ces droits d'accès dans les groupes de sécurité du côté de SharePoint.
et point à la ligne. Ce qui fait qu'en fait, après on a configuré ça, et en fait, ça a annulé tous les partages qui avaient été faits depuis maintes années, partant du principe que de toute façon, si quelqu'un avait besoin à nouveau d'accéder à un document, il allait se manifester, et que là, avec la gouvernance qu'on avait mis en place du côté Microsoft 365, et ben là, on allait faire les choses comme il faut, et on allait pouvoir bien maîtriser les choses. Donc, D'accord. voilà. Et les movers, quand vous avez utilisé Mover pour les Dropbox perso, les gens qui avaient peut-être partagé des fichiers vers l'extérieur, Mover, ça traite bien ces partages. Oui, oui, absolument. Ça, Oui, oui. ça À refait les partir du moment, invitations, ça relance les oui, invitations c'est pour ça. dire tiens, je t'ai partagé un fichier, c'était sur Dropbox, maintenant il est sur Teams ou sur je sais pas quoi, sur SharePoint. Oui, ça marche très bien, mais D'accord. la chose, c'est que oui, il va falloir en fait que que le compte de la personne avec qui vous avez partagé, en fait, qu'il soit déjà présent du côté du tenant Microsoft. Il y a une petite préparation à faire. Voilà, exactement. Il y a une petite préparation, voilà. Il y a un export à faire, et puis ensuite on charge ça pour créer des invitations, ou ainsi de suite. D'accord, ok. Merci. Merci. On va éteindre.